Qu'on s'imagine un instant un homme capable de murmurer à l'oreille des présidents américains, de faire capituler la FIFA et d'embarquer sur le jet de Jeffrey Epstein, le tout en contrôlant l'avenir des Jeux Olympiques. C'est la réalité d'une hyperpuissance silencieuse où le sport mondial n'est qu'une vitrine pour les réseaux d'influence les plus opaques. L'Empire Wasserman, radiographie d'une capture totale du sport mondial. C'est exactement le cœur du dossier géopolitique complexe qui s'ouvre aujourd'hui. Et quand on observe le traitement médiatique de cette nébuleuse financière et politique, un paradoxe frappe d'emblée. Un silence de plomb, c'est même presque assourdissant. D'un côté, on a une presse généraliste d'investigation, des titres comme Libération ou Le Point, qui commencent à soulever les pierres d'un édifice tentaculaire. Et de l'autre, la presse sportive spécialisée regarde ailleurs. Totalement. Ce mutisme pose une vraie question de fond. Pourquoi personne n'en parle dans les milieux autorisés ? Il ne s'agit visiblement pas d'un manque d'intérêt éditorial. C'est la preuve tangible d'un pouvoir capable d'étouffer la narration à la source. Il faut d'abord prendre la mesure des données brutes pour comprendre l'origine de cette omerta. Le groupe Wasserman, on est très éloigné de l'image romantique de la petite agence londonienne qui représente 2 ou 3 joueurs. Il s'agit d'un conglomérat valorisé à plusieurs milliards de dollars. Ils sont adossés à des fonds d'investissement d'une puissance colossale. La cartographie donne le vertige. 65 bureaux répartis stratégiquement dans 26 pays. Et leur hégémonie, elle s'est construite par un verrouillage qui dépasse largement les terrains de sport. Le sport n'est qu'une porte d'entrée finalement. C'est le produit Zatel. Ils ont d'abord saturé les ligues nord-américaines majeures, la NBA pour le basket, la MLB pour le baseball, la NHL pour le hockey. Mais leur champ de bataille englobe la culture populaire dans sa globalité. Ils gèrent les intérêts de figures planétaires de l'industrie musicale, comme Pharrell Williams. Le cinéma hollywoodien aussi. Absolument. Et le secteur du marketing d'influence, c'est un monopole de l'attention. Et quand on possède un tel monopole, on détient un pouvoir de rétorsion redoutable sur les médias. Si un journal sportif enquête sur eux, il perd instantanément l'accès à des centaines d'athlètes et d'artistes majeurs. Ce qui soulève une contradiction institutionnelle majeure. C'est la posture que j'ai envie de prendre aujourd'hui. Comment une simple entité privée, aussi riche soit-elle, parvient-elle à imposer sa volonté aux instances internationales ? Ces fédérations sont censées être souveraines. Il y a un gouffre entre être un acteur économique puissant et devenir l'architecte occulte des règles du jeu mondial. Ce franchissement s'est opéré par une offensive méthodique, particulièrement sur le football européen, qui reste le marché le plus politique au monde. Historiquement, le groupe a posé ses premiers jalons avec des icônes britanniques, des figures comme Michael Owen ou Steven Gerrard. Des têtes de pont classiques. Voilà, mais la stratégie a muté. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de gérer des talents individuels, mais de contrôler le cerveau du jeu. On les retrouve derrière des stratèges de premier plan comme l'entraîneur Mikel Arteta ou des actifs majeurs sur le terrain comme Federico Valverde au Real Madrid ou Malo Gusto. Ils possèdent les pièces mais ils veulent redessiner le plateau. Et c'est sur ce plateau que la FIFA entre en scène. L'instance suprême. Sous la présidence de Gianni Infantino, il y a eu une mutation profonde de la gouvernance. Particulièrement depuis le scandale du FIFA Gate initié en 2015. Et c'est là que c'est fascinant. L'offensive judiciaire du département de la justice américaine a littéralement balayé l'ancienne garde dirigeante. Les réseaux européens et sud-américains ont été décapités. La nature ayant horreur du vide, ce vide a été comblé par une américalisation pure et simple de l'instance. Et l'influence de Casey Wasserman sur cette FIFA post-scandale dépasse le simple lobbying traditionnel. Le fait d'arme le plus frappant s'est joué récemment autour de la réforme de la régulation des agents. Le président Infantino portait un projet pour limiter les commissions, pour encadrer strictement cette profession et protéger l'intégrité du sport, sur le papier. Exactement. Sauf que la chronologie des événements documentés montre qu'il a suffi d'une simple intervention de Casey Wasserman pour faire reculer la présidence de la FIFA. La réforme a été vidée de sa substance. C'est ce qu'on appelle, en analyse systémique et en sciences politiques, une capture réglementaire en bonne et due forme. C'est le moment fatidique où le régulé devient si puissant qu'il finit par dicter les règles à son propre régulateur. Le vernis de l'indépendance vole en éclats. Et cette capacité d'influence, elle s'étend bien au-delà des couloirs de Zurich. Si l'on scrute l'ADN de cette puissance, on y trouve une dimension purement géopolitique. À Washington, on décrit souvent Casey Wasserman comme le facilitateur par excellence. Un ancrage qui n'a rien d'un hasard.
Son grand-père, Leo Wasserman, était un nabab d'Hollywood, mais surtout un pilier stratégique du clan démocrate. C'est lui qui finançait les ambitions politiques d'un certain Bill Clinton, dès l'époque où il n'était qu'un jeune gouverneur dans l'Arkansas. Casey Wasserman a méticuleusement repris ce flambeau. Il s'est imposé comme un collecteur de fonds majeur pour Hillary Clinton en 2016. Son ancrage dans l'établissement démocrate californien est viscéral. On pourrait donc logiquement s'attendre à ce qu'une victoire républicaine le marginalise. C'est le paradoxe absolu. Comment survivre à l'administration Trump quand on est la machine à financer les Clinton? La clé réside dans le pragmatisme. L'adaptation darwinienne de ce réseau est redoutable. Lorsque Trump arrive au pouvoir fédéral, Wasserman sait se rendre immédiatement indispensable. Le levier de cette triangulation parfaite, ce sont les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Car pour qu'une ville accueille les JO, elle a un besoin vital de garantie fédérale. La sécurité, les infrastructures. Et la Maison-Blanche y voit une vitrine diplomatique inestimable. Wasserman a compris qu'il était le seul dénominateur commun capable de faire asseoir à la même table la gauche californienne et le pouvoir fédéral républicain. Ce qui illustre la nature presque extraterritoriale du mouvement olympique. Wasserman y est devenu un pont intouchable. La preuve, c'est qu'il a conservé son emprise totale sur l'organisation de LA28, même après avoir été politiquement lâché par la propre mairie de Los Angeles. La ville a tenté de prendre ses distances, oui. Mais la machine olympique le sanctuarise. Il détient les clés logistiques. Seulement voilà, cette hyperpuissance, ce sentiment d'intouchabilité, prend une tournure nettement plus sombre lorsqu'on dissèque les alliances parallèles de ce réseau. Et je pense qu'il faut crever l'abcès. On croise des zones factuelles extrêmement lourdes. L'axe impliquant Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Il convient d'aborder ces éléments avec la plus grande froideur. On écarte les éléments de langage des agences de communication de crise. Les journalistes en investigation ne s'appuient pas sur les rumeurs, mais sur des pièces versées au dossier judiciaire. Les preuves factuelles sont accablantes. Des enquêtes ont exhumé des courriels datant du début des années 2000 avec Ghislaine Maxwell. La teneur n'a absolument rien de professionnel. On parle de Wasserman fantasmant sur Maxwell dans une tenue en cuir moulant, des discussions portant sur des messages à caractère explicitement suggestif. Et à cela s'ajoute une preuve logistique irréfutable. Le registre de vol de 2003 vers l'Afrique, à bord du Lolita Express, le tristement célèbre jet privé de Jeffrey Epstein. Sur la liste des passagers de ce vol précis, on retrouve l'ancien président Bill Clinton, ainsi que l'épouse de Wasserman à l'époque. Face à des éléments aussi tangibles, comment le groupe justifie-t-il cette proximité? La ligne de défense classique, c'est l'ignorance totale. Wasserman affirme qu'il n'avait aucune connaissance du réseau de trafic sexuel orchestré par Epstein. En termes de renseignement, c'est l'application directe de la dénégabilité plausible. On structure ses relations de manière à toujours pouvoir nier la connaissance des activités illicites de ses partenaires. Le problème de cet argument, c'est qu'il se heurte à la réalité de ce milieu de l'hyperpuissance. Dans ces sphères, l'information est la monnaie d'échange suprême. La réputation est le carburant. Penser qu'un homme dont le métier consiste à anticiper les moindres soubresauts politiques à Washington ou les changements de régulation en Suisse n'ait rien perçu des activités criminelles de ses compagnons de voyage réguliers, analytiquement, c'est considéré comme une véritable insulte à l'intelligence. D'autant plus que l'idée d'un malheureux hasard relationnel se dissipe totalement lorsqu'on observe les dynamiques internes de sa propre entreprise. Le scandale qui a frappé l'agence Wasserman en 2024 montre qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise fréquentation isolée. C'est un schéma répétitif, un pattern systémique. Les témoignages de 2024 ont mis en lumière un climat de travail profondément toxique, ciblant spécifiquement le traitement des jeunes femmes employées au sein du groupe. Vague de démissions en cascade. Ce n'est pas une anomalie accidentelle, l'entreprise semble structurée autour d'un rapport de prédation et d'impunité inhérent à sa position dominante. Quand on constate cette culture au sommet de la pyramide, une question se pose. Comment cette doctrine ruisselle-t-elle sur le terrain ? Et si l'on prend un cas d'étude précis, la filiale française du groupe, Wasserman France, offre une fenêtre d'observation fascinante sur la marchandisation de l'humain. Descendons sur le terrain, oui. Parce que c'est bien beau les hautes sphères, mais concrètement, Wasserman France illustre l'hypocrisie du sport business de manière clinique. L'organisation y est décrite comme schizophrénique. Sous la bannière unifiée de l'agence, c'est une guerre de tranchées féroce. Des agents gèrent en parallèle leur propre structure personnelle.
Cette cannibalisation interne institutionnalise une culture du profit immédiat. La sécurisation de la commission écrase toute forme d'éthique ou d'intérêt pour la carrière de l'athlète. Pour rendre cette mécanique abstraite un peu plus lisible, il y a le dossier emblématique du transfert du joueur ukrainien Ilya Zabarny. C'est un véritable manuel de l'opacité financière. On y observe d'abord l'omniprésence d'intermédiaires aux contours flous, comme ce consultant nommé Fredriksen, un ancien du FC Versailles, dont le rôle semble être de brouiller les pistes. Les enquêtes pointent des flux financiers problématiques, des paiements dirigés vers les familles de joueurs mineurs pour contourner les réglementations sur la protection de la jeunesse. Et il y a la mécanique du double commissionnement. Le fait de facturer à la fois le club acheteur pour la réalisation du transfert, tout en prélevant un pourcentage sur le salaire du joueur qu'on est censé représenter de manière neutre. C'est un conflit d'intérêts structurel qui génère des litiges juridiques à la chaîne. Et la réaction de la direction mondiale face au scandale, la fameuse dénégabilité plausible encore une fois. On blâme exclusivement les agents de terrain, comme s'ils agissaient hors hiérarchie tant que les bilans financiers restent excédentaires. Il faut toutefois élargir la focale. Se concentrer uniquement sur Wasserman serait une erreur. Si une telle structure opère avec cette latitude, c'est bien parce que l'écosystème global du football professionnel génère ses méthodes de l'intérieur. Le milieu n'a pas besoin d'un réseau externe de type Epstein. Il produit sa propre marchandise humaine avec des structures prédatrices intégrées. La vue macrosystémique est glaçante, en effet. Des académies, des centres de formation captent et déplacent le capital humain avec une froideur chirurgicale. Les dossiers judiciaires de ces dernières années témoignent d'une pathologie lourde de l'industrie. Je pense à Jonathan Barnett, fondateur du puissant Stellar Group, accusé d'esclavage sexuel et de viol sur fond de flux financiers suspects. Ou le cas d'Eric Katz, condamné pour des faits graves sur mineurs, et qui gravitait autour de la sphère de formation de joueurs de très haut niveau, comme Antoine Griezmann. Ce que ces exemples démontrent, c'est le rôle fondamental du silence institutionnel. Que l'on parle de la FIFA, de la CONCACAF, de la CAF ou de la FFF en France. Des décennies d'abus ont été couvertes. La doctrine dominante, ce n'est pas la protection des jeunes, c'est la sanctuarisation de l'institution. La marque doit être protégée à tout prix. C'est une gestion du risque où le coût réputationnel d'un scandale est jugé plus dangereux que la présence de prédateurs dans les structures. L'omerta est le ciment du modèle économique. Ce constat rend la manœuvre en cours du groupe Wasserman d'autant plus cynique. Face à l'accumulation des casseroles politiques et judiciaires, la machine s'adapte pour survivre. C'est une stratégie de rebranding accélérée. L'opération est clinique. On efface le nom du fondateur, on noie l'historique sous de nouvelles appellations pour dissocier la structure des scandales. En somme, on change l'étiquette sur la bouteille en s'assurant de ne pas altérer une seule goutte du poison qu'elle contient. On sacrifie le symbole pour sauver la mécanique. La conclusion de ce décryptage est sans appel. Les têtes peuvent tomber, le nom peut changer, mais la machine de prédation continuera. Car ces méthodes, conflits d'intérêts, capture réglementaire, réseau de protection étanche, ne sont pas des anomalies. Elles constituent l'ADN même du sport business de haut niveau. Et si l'ultime illusion de notre époque n'était pas de croire que le sport est épargné par la géopolitique, mais d'ignorer qu'il en est devenu le laboratoire de prédation le plus cynique. La prochaine fois qu'un stade s'illuminera et qu'un joueur entrera sur le terrain, il conviendra de se poser une seule question. Qui, dans l'ombre, encaisse véritablement le prix de ce spectacle ? Un projet de réforme important sur la régulation des agents est tout simplement abandonné. Un patron d'agence privée qui dicte ses règles à l'instance mondiale du foot, c'est la définition même de la capture réglementaire. Et en interne, dans son agence, on voit que le système est vraiment organisé pour maximiser le profit, quitte à flirter avec les limites. On va trouver des intermédiaires au rôle un peu flou, des systèmes de double commission, et tout en haut, une direction qui pratique ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire que si un scandale éclate, eh bien ce sera toujours la faute des agents sur le terrain. Maintenant, on arrive à un point crucial, c'est de comprendre que le cas Wasserman, en fait, n'est peut-être pas une anomalie. Il pourrait bien être le symptôme d'un système qui est défaillant dans son ensemble. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent pour le suggérer. Jonathan Barnett, le fondateur d'une agence concurrente, fait face à des accusations extrêmement graves. Un autre agent, Eric Katz, a été condamné. Le football lui-même, depuis les académies de jeunes jusqu'aux fédérations, est décrit comme un système avec ses propres structures prédatrices. Et tout ça, c'est souvent couvert par les institutions. Alors, face à une telle situation, quelle est la solution ? Eh bien, selon la source de cette analyse, une stratégie de rebranding serait en cours. Le plan est assez simple. On vend, on efface le nom du fondateur, on dissocie la marque des scandales et on repart sur des bases saines. En apparence du moins. Une opération purement cosmétique. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est essentielle.
Changer le nom d'une entreprise, est-ce que ça résout vraiment quelque chose si les méthodes, les conflits d'intérêts, les réseaux de protection, eux, restent en place? Si, comme le suggère cette analyse, ces problèmes ne sont pas des bugs du système, mais le système lui-même.